Donc je bascule en français, s'il vous plaît. Donc je vais vous faire une présentation sur une politique que nous avons mis en place depuis 2015 sur le réseau routier national non concédé en France, mais qui va au-delà de ce réseau, qui va également à l'intérieur des agglomérations et qui inclut aussi les concessionnaires autoroutiers qui interviennent en périphérie des agglomérations françaises. C'est ce qu'on appelle les schémas directeurs d'agglomération de gestion du trafic. Donc je vais vous présenter cette politique et puis l'illustrer à travers un certain nombre de mesures de gestion de trafic, plutôt en milieu périurbain, qu'on a pu mettre en place en France. Alors le but de ces schémas directeurs d'agglomération de gestion du trafic, c'est de traiter les phénomènes de congestion récurrente qu'on observe sur le réseau routier structurant au niveau des grandes agglomérations françaises. Alors, le seuil qu'on s'est fixé, c'est des aires urbaines de plus de 250 000 habitants, comprenant un réseau routier structurant composé de sections donc, du réseau routier national non concédé, de caractéristiques plutôt autoroutières. Donc sur ces grandes agglomérations-là, on a décidé d'avoir une réflexion où on mettait autour de la table, autour du gestionnaire routier public, ce qu'on appelle en France la direction interdépartementale des routes, l'ensemble des acteurs de la mobilité, bien sûr la ville concernée, mais aussi ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité qui gèrent les transports en commun, les autres gestionnaires routiers impliqués, qu'il s'agisse de l'agglomération elle-même ou des concessionnaires autoroutiers à proximité. Donc de les mettre autour de la table pour définir ensemble les mesures de gestion de trafic qu'on va mettre en place au niveau de l'agglomération pour régler ce problème de congestion. L'autre aspect, c'est aussi de traiter les zones périurbaines étendues. On a un étalement urbain qui est de plus en plus important autour de nos agglomérations en France, et on a des problèmes d'accès au centre de l'agglomération par les banlieusards qui sont un sujet de plus en plus préoccupant. L'objectif, c'est de le faire sans construire de nouvelles routes, et donc d'optimiser l'usage des infrastructures existantes. C'est aussi d'inciter à des mobilités plus propres. Donc on va essayer de favoriser les transports en commun, le covoiturage, les véhicules à très faible émission. Alors on met, comme je l'ai dit, autour de la table tous les acteurs de la mobilité sur l'agglomération et on essaie de définir un ensemble cohérent de projets d'optimisation du réseau routier structurant en tenant en compte bien sûr des documents de planification existants. Et on essaie de donner la priorité à des mesures de gestion de trafic et de partage de la voirie. Alors partage de la voirie, ça veut dire qu'on va favoriser sur certaines voies l'usage des transports en commun. On va les réserver, soit de manière permanente, soit de manière temporaire aux heures de pointe, aux transports en commun, pour optimiser globalement l'écoulement du trafic. Et on essaie d'avoir à travers ça une programmation pluriannuelle avec un premier horizon à 5 ans. Alors voilà comment ça fonctionne. Donc l'élaboration d'un schéma directeur de gestion du trafic, d'agglomération de gestion du trafic, ça se fait en plusieurs phases. On a d'abord une phase de formalisation de la commande, c'est-à-dire que chaque direction interdépartementale des routes définit, on en a 11 en France, qui couvrent le territoire, définit les agglomérations pertinentes pour une telle analyse et organise le pilotage et le calendrier. Ensuite, on a ce qu'on appelle la phase d'étude d'opportunité où on essaie de recenser l'ensemble des besoins des acteurs et de les hiérarchiser et de définir des stratégies de gestion du trafic. Une fois cette étude d'opportunité réalisée, on passe à la phase de programme où concrètement, on va définir la mise en œuvre des stratégies. On va commencer à parler coût, phasage, calendrier de réalisation et financement avant d'entrer dans la phase opérationnelle de chantier. Alors, les mesures qu'on peut utiliser dans ces schémas directeurs d'agglomération de gestion du trafic. Alors, donc pour information, on a plusieurs agglomérations qui sont aujourd'hui plus ou moins avancées dans ce processus de schéma directeur.
Les plus avancées, c'est les agglomérations de Lille et de Bordeaux qui ont des projets bien définis. Autour de Lille, c'est le projet qu'on appelle dit Allegro, et autour de Bordeaux, c'est le projet dit Aliénor. On a récemment validé une étude d'opportunité sur l'agglomération de Brest, et on en a en cours sur Aix-Marseille, sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Rennes, sur Nantes. Alors les mesures qu'on met en œuvre dans ces schémas directeurs peuvent être des régulations dynamiques de vitesse, des régulations d'accès sur bretelles, des gestions dynamiques de voies, des voies réservées donc à différents types d'usagers, et des aménagements spécifiques, des aires intermodales, arrêts de transport en commun ou aires de covoiturage. Sur les voies réservées, c'est une politique très puissamment poussée par le gouvernement actuel. Déjà, sous le gouvernement précédent, il y avait eu un rapport du gouvernement en 2016, pris en application d'une loi pour la transition énergétique, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a défini les objectifs du gouvernement en termes de voies réservées sur les sections à profil autoroutier du réseau routier national non concédé. Donc le premier aspect, c'est stabiliser à court terme un cadre juridique et technique pour des voies réservées au transport collectif. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui avec des guides qui sont disponibles. Et deuxième objectif, créer d'ici 4 ans les conditions du développement de voies réservées pour d'autres types d'usagers, à savoir les véhicules à très faible émission, les transports publics particuliers de personnes, donc avec le débat taxi VTC, et le covoiturage. Alors pour le covoiturage notamment, on a une difficulté qui est le contrôle sanction. Comment s'assurer que les véhicules qui sont sur la voie ont bien au moins 2 personnes ou 3 personnes selon la définition qu'on donne du covoiturage à bord, et éviter donc qu'il y ait de la fraude. Alors, je vais vous citer quelques exemples de réalisations, et notamment la première qui est justement une voie réservée au transport en commun qui a été réalisée à proximité de Marseille. Donc sur la 51. Donc on est à l'approche de Marseille, enfin on est entre Aix-en-Provence et Marseille, sur l'autoroute A51, qui est une autoroute concédée. On est sur un trafic entre 55 000 et 62 000 véhicules jour dans un sens. Et on a une section à 2x3 voies qui se termine sur une section à 2x2 voies au niveau du convergent avec l'autoroute A7. Sur cette section, on a de la congestion récurrente le matin de 7h à 9h30 et le soir de 17h15 à 19h30. Donc on a mis en place une voie réservée au transport en commun, VRTC, sur 5 km sur l'ancienne bande d'arrêt d'urgence, avec une réduction de la largeur des autres voies. Et on a aujourd'hui à peu près 30 bus à l'heure qui circulent sur cette voie réservée. Donc ça a été mis en service en plusieurs phases. La vitesse est de 90 km/h sur les autres voies et de 50 km/h pour les bus sur la voie réservée. Donc vous voyez ici, dans une situation de congestion, la voie réservée bus qui est fluide et qui permet donc de régulariser le temps de parcours pour ceux qui utilisent les transports en commun. Vous voyez également à gauche la signalisation qui a été mise en place pour cette voie réservée au transport en commun avec le 50 qui s'applique donc aux bus sur la voie. Et en bas, vous avez un exemple qui vient du guide sur les voies réservées qui a été préparé par le CEREMA, qui explique comment on gère une insertion, une bretelle d'insertion au milieu de cette voie réservée sur bande d'arrêt d'urgence. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici une insertion. En fait, peu avant, les bus doivent rejoindre le tronc commun. On fait l'insertion et une fois que l'insertion est terminée, on a à nouveau la voie réservée qui redémarre ici. Alors le bilan,
On a une bonne compréhension des voies réservées, de cette voie réservée. On a un gain de temps qui est de 2 minutes 30 le matin et d'1 minute le soir, et jusqu'à 10 minutes en saturation forte. L'irrégularité des transports en commun a été divisée par 2 ou 3 selon la section qu'on regarde. C'est-à-dire l'irrégularité, donc la différence qu'on peut avoir, l'écart type qu'on peut avoir entre les temps de parcours selon les moments. Et les autres voies, les usagers des autres voies n'ont pas eu d'impact majeur, étant donné qu'on est resté sur le nombre de voies initiales. Globalement, on a une bonne acceptabilité de cette voie. Alors, il y a une fraude assez importante en nombre. Globalement, il y a 4 fois plus de fraudeurs sur cette voie que de transport collectif. Mais ce sont surtout des 2 roues motorisées, et quand on fait le ratio, il y a 1% seulement des véhicules légers qui fraudent et qui utilisent cette voie. Alors, pour améliorer ça, bien entendu, les forces de l'ordre essaient de travailler à la mise en place d'un contrôle-sanction automatique. Alors, cette politique de voie réservée, pour l'instant, vous le voyez, c'est réservé au transport en commun. On cherche maintenant à l'étendre au covoiturage. C'est une volonté très forte de notre ministre. On veut l'expérimenter dès 2019, donc sur une première voie réservée, et on vise une généralisation des voies réservées au covoiturage et aussi aux véhicules à très faible émission à l'horizon 2024, à l'horizon des Jeux Olympiques à Paris. Un autre exemple, ici on est à Nantes. Donc sur le périphérique de Nantes, un trafic très élevé de 95 000 véhicules jour, dont 10% de poids lourds. Et on a ici le pont de Cheviré. Lorsqu'on arrive sur ce pont, on a régulièrement une congestion en heure de pointe du soir. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des contrôles d'accès ou de régulation d'accès sur les bretelles 30 à 33, donc dans cette zone-là. Ça a été mis en service en 2015. Donc le principe, il est expliqué ici. Vous avez des boucles ici qui mesurent le débit en section courante, des boucles au niveau de la bretelle, et en fonction de la saturation de la section courante, on va essayer d'éviter d'empirer la situation, et donc on va bloquer avec un feu ici l'arrivée des véhicules sur la section courante et utiliser en fait la bretelle comme une zone de stockage. Donc on l'a mis en place à Nantes sur l'heure de pointe du soir pendant 2h30 du lundi au vendredi et jusqu'à 5h le vendredi, du lundi au jeudi pardon et 5h le vendredi. Vous voyez ici les gains de temps qu'on a observés entre 1 minute 30 et 3 minutes 54 selon la zone qu'on regarde, et le respect des feux, donc les feux sont respectés à 99%. Troisième exemple, un exemple cette fois de régulation dynamique de vitesse. Donc on a mis ça en place, donc cette fois on est à la frontière luxembourgeoise, au nord de Metz, en Lorraine, et c'est l'autoroute A31 qui relie Nancy, Metz et remonte vers le Luxembourg. Alors là, on a de la congestion récurrente liée à un trafic pendulaire, donc de frontaliers qui vont régulièrement travailler au Luxembourg ou en France. On a 2 sections très congestionnées. C'est la section ici en noir de Thionville vers le Luxembourg, qui s'arrête à la frontière, et dans l'autre sens, la section au droit de l'agglomération de Thionville vers le sud. Donc, on est globalement sur 70 000 véhicules jour, ce qui est très élevé. Là, l'état initial, c'est une vitesse limitée à 90 km/h au niveau de l'agglomération et 110 km/h ailleurs. Donc, on a abaissé la vitesse selon les heures. On va abaisser la vitesse jusqu'à 90 ou 70 km/h en fonction du trafic. Donc, l'idée, c'est en fonction du trafic observé, on va essayer de baisser la vitesse maximale autorisée pour permettre un meilleur écoulement.
Donc ça se manifeste comme ceci, avec des panneaux à messages variables de vitesse. Donc on en a mis en place 24, associés à 26 stations de comptage qui donc mesurent le débit constaté et qui nous permettent donc d'adapter la vitesse en fonction des débits observés. Le bilan, on a un gain de temps d'environ 6 minutes en heure de pointe du matin dans le sens France-Luxembourg, diminution normale, notable des vitesses. Dans l'autre sens, en revanche, on n'a pas observé d'amélioration. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de faire un bilan, parce que parfois ça ne marche pas. Pourquoi ? Quand on essaie d'analyser les choses, en fait, on est dans une zone plutôt urbaine, avec des échangeurs assez rapprochés, et c'est un domaine d'emploi de la régulation dynamique de vitesse qui est moins efficace. La régulation dynamique de vitesse est plus efficace lorsqu'on a des échangeurs un petit peu plus éloignés les uns des autres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est surtout utilisée en France sur le réseau concédé, donc sur les autoroutes interurbaines. Dernier exemple, un exemple d'utilisation à la fois de régulation dynamique de vitesse et de régulation d'accès sur une bretelle. Sur la 25, donc on est à proximité de Lille, donc on est dans le nord de la France. Vous avez là-bas Dunkerque, et la 25 permet de rejoindre Dunkerque à Lille. On a des problèmes de saturation sur cet axe A25 en heure de pointe du matin, de 6h30 à 10h30. Le trafic atteint ici au droit de Bailleul à peu près 50 000 véhicules jour, et lorsqu'on approche d'Armentières ici 80 000, jusqu'à 100 000 à la jonction ici avec l'autoroute A1. Donc on a mis en place une régulation de vitesse sur l'ensemble de cette section ici, associée à un contrôle d'accès sur une bretelle ici au niveau d'Armentières. Donc ça se manifeste comme cela, avec un certain nombre de panneaux qui ont une interdistance qui passe de 2 km à 1,5 km quand on approche de Lille. Et vous avez ici au niveau de la chapelle d'Armentières la régulation d'accès qui a été mise en place. Résultat observé, une diminution globale des temps de parcours de 2 minutes 30 en moyenne à l'heure de pointe du matin, une amélioration de la fiabilité des temps de parcours, une réduction de la durée de la congestion, une augmentation globale du débit écoulé, et on a un impact qui est plus important du fait qu'on a ajouté en plus de cette régulation dynamique de vitesse, une régulation d'accès donc sur une des bretelles. Donc vous voyez qu'on a un panel de mesures assez étendus qu'on peut mettre en place en milieu périurbain pour améliorer la congestion au droit des agglomérations. On essaie de les déployer de façon coordonnée au sein d'une agglomération à travers ces schémas directeurs d'agglomération de gestion du trafic. Et l'idée est donc de généraliser ce type de démarche sur l'ensemble des grandes agglomérations françaises de plus de 250 000 habitants. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Félicitations, Monsieur Hollanger. Parfait. OK, nous avons quelques minutes pour les questions pour Monsieur Hollanger. We have a few minutes for questions. Any questions, or I will dominate the floor? OK, j'ai une petite question. I'll continue in English. You can ask it in English, yes, please. You mentioned the pool lanes, the lanes reserved for Yeah. carpooling. And you mentioned some of the questions of enforcement. Do you have any thoughts on the future technologies? Are you looking at how you might improve the enforcement in the future? Well, we are currently experimenting several technologies, but basically what we believe is that we need to have an efficient control of people actually in the cars, and not having a club of carpoolers who can use their cars even without other people in the car, and say, well, I'm in the club, so I can go inside to the carpool lane. So we are trying different devices, such as infrared devices, and this is currently being tested. And in the first real-life trial we want to test next year, we will use the technology we will have selected this year. Mm-hmm. So at this stage, there is no technology decided.
questions? Come on, we still have a few minutes. Take advantage. Okay, then just to carry on that discussion, because I mean I know in your other experience you're doing a lot with cooperative ITS, so Indeed. the connected car technology, and a lot of your discussion was talking about the roadside equipment, and I'm wondering, are you looking, whether it be for enforcement or other measures, at the link between the data that the cars, the vehicles can send to you as part of these treatments as well? Well, the data we can get from connected vehicles, which is also known as probe vehicle data, can indeed be of some use for the fine-tuning of the measures deployed. As you've seen, many measures need to have loops on the road, in the pavement, in order to get information about the situation. Thanks to probe vehicle data, we can avoid some of them. Not all of them, because you need to have the information on the volume of traffic, and that information you can only have it if you count all the vehicles, and there is always that figure that is missing. What is the part of vehicles that are connected in order to make the link with the volume? So we will always need some loops, but we can have less thanks to the information from the connected vehicles indeed. Okay, which is good, because that links it again back to this conference, because less loops in the pavement generally means the pavements will last longer. So exactly. Okay. And the loop, and that's the loop. Okay. The loop is closed. Thank you very much, Monsieur Ollinger. Give him a clap. Thank you. So our next speaker, now we are jumping from France to Italy, just over the border, and I'd like to introduce Laura, and I should have practiced this, Cocconea. Thank you very much, and Laura was explaining